Salut. Alors j'ai deux questions. 1. Est-ce que t'aimes les enfants? 2. Est-ce que t'as un rib? Je vais répondre à une seule question. Et est-ce que t'as assez de fric pour que je puisse te prélever 100 balles tous les mois? C'est presque ça le band. Et ta femme décide aussi ou pas? C'est toi, t'as suffisamment de leadership ou c'est ta femme aussi? Non? Je veux comprendre. Et tu veux le faire maintenant Voilà, tu vois le truc ou pas? Ça n'a aucun sens. Je joue très peu de matchs. Je joue ceux que je vais gagner. Donc, j'ai une règle d'or. Je qualifie pour disqualifier. Si tu coaches un SDR à l'année, il va t'avoir pris 4 rendez-vous, un par trimestre. Si tu le coaches au trimestre, il va t'en avoir pris 8, 2 par semaine. Si tu le coaches, et on a compris, un mois à la semaine, au jour, tu ne fais qu'augmenter le niveau d'atteinte, le niveau de pression, le niveau d'exigence. Et qu'est-ce qui vient de se passer d'un mois à l'autre? Il vient de se passer une chose, c'est que la pression sur le chiffre amène à se poser des questions et à faire mieux. Si ton sales n'a plus de respect pour toi, ne te sent plus légitime, il te lâche. Et quand il te lâche, il lâche la boîte et il s'en va. C'est pour ça que d'ailleurs, bien souvent on dit les sales ne quittent pas une boîte, ils quittent leur manager. Soit tu regardes l'échec comme j'ai perdu mon temps, j'ai perdu beaucoup d'argent, c'était naze, quel idiot, pour être poli. Soit tu essayes de remettre de l'eau dans le verre et de le voir à moitié plein. Alors, bienvenue dans Deal. Deal, c'est le podcast où les meilleurs Head of Sales et CEO de boîtes tech viennent pour ouvrir leurs coulisses commerciales. On va parler chiffres, on va parler méthode, on va parler également erreurs et échecs. Je sais que c'est une partie qui vous intéresse. Moi, c'est Anas et aujourd'hui, je reçois Alexis Dugard. Alexis Dugard qui est CEO d'une belle boîte de conseil, globalement, commerce, qui s'appelle Revop. Et Revop, Alexis a accompagné près de 90 startups dans la tech et il a managé et accompagné 1200 sales et managers commerciaux. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de pourquoi le BANT en cold call est une erreur mais monumentale. Pourquoi l'IA dans la vente est à certains moments un peu surcoté. Et pourquoi le micromanagement des SDR n'est pas forcément une mauvaise idée. Et donc là, on va interviewer Alexis justement sur ce sujet. Avant de rentrer dedans, si tu accordes de la valeur justement à ce type d'échange, si tu as envie de voir le podcast qu'on invite, ce type de pointure qu'on a là, eh ben abonne-toi, clique sur le petit bouton s'abonner, notamment de la vidéo, ça nous aiderait grandement. Et n'hésite pas à nous envoyer aussi ta force, donc en commentaire ou en like directement sur cette vidéo. Allez, on rentre dedans. Bonjour Alexis. Yes, salut Anas, merci pour l'invitation. Avec plaisir, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Ouais. Ok, cool. Je suis très content de t'avoir au micro. On a fait en off, tu vois, la préparation. Et en vrai, il y a quelques pépites qui vont en ressortir, je suis sûr. Je l'ai vu dans l'intro, t'as été chercher le nectar du buzz, j'ai l'impression. Donc écoute, avec grand plaisir aussi pour aller sur des sujets de buzz et plein d'autres, je l'espère. Ok. Pourquoi t'es là aujourd'hui? C'est quoi ton parcours, les différentes étapes par lesquelles t'es passé? Et si tu peux nous décrire un peu... Tu m'avais dit que t'étais directeur commercial à 23 ans. T'es arrivé à 23 piges à être Head of Sales. Donc en vrai, ouais, si tu peux nous raconter un peu ton parcours, par où t'es passé globalement. Ouais. Yes, écoute, sur mon parcours, études en alternance, donc très vite, très terrain. Très teinté commercial, commerce, et encore aujourd'hui. Donc on sent qu'il y a une direction assez jeune qui prend le sujet à bras-le-corps, qui est de convaincre et d'être proche de l'argent pour en gagner. C'est une observation qui s'est confirmée avec le temps. Ouais. La direction que je prends assez vite est de pouvoir me diriger vers des sujets qui sont un peu clés. Donc je commence par de la formation, rien à voir, mais assez vite, je montre que ça fonctionne bien. Et donc, on me donne des responsabilités, on me permet de recruter. Et donc, assez vite, j'ai du management, alors que je suis très jeune, comme tu le disais. Face à ça, ensuite, je comprends que c'est le digital qui est en train de prendre le pas sur le monde, en tout cas, et sur la vente. Et donc, je me dirige assez vite dans cette direction-là, en tant que sales, puis en tant qu'enterprise. Je monte sur du grand compte, parce qu'on capte une chose qui est que j'ai le relationnel facile, mais je suis aussi plutôt organisé. Je comprends bien où est-ce que je vais pouvoir créer de la valeur et assez vite créer un deal qui, au départ, paraissait petit, mais finit assez gros. Juste avant le digital, t'étais dans quelle industrie avant ? Juste avant le digital, j'étais dans les panneaux solaires. Ok. Juste avant. Okay. Oui, parce que entre la formation et le digital, il y a un moment où
des amis me disent on gagne beaucoup d'argent dans les panneaux solaires. Ouais. Et je me dis, bah tiens, pause, pourquoi pas. Et donc je monte un statut d'auto-entrepreneur pour même pas avoir à chercher un job. Ouais. Et je vais voir les installateurs dans la région de Rouen, puisqu'à cette époque-là, je suis rouennais. Et je leur dis, écoutez les gars, voilà, moi j'ai monté un statut, mettez-moi la com. Par contre, je veux un gros montant de com. Ouais. Et est-ce que vous avez des leads ou est-ce qu'il faut que j'aille démarcher? Et ça devient un mix des deux. Ok. Je suis en porte-à-porte. Tu fais du porte-à-porte du coup? Je fais du porte-à-porte. Et c'est quoi? C'est du B2C ou B2B là? B2C. Incroyable. Je vais même faire les maisons de mon quartier autour de la maison de mes parents. Et en fait, encore une fois, je n'ai aucune limite à être derrière un téléphone, en rendez-vous avec un PDG du CAC 40, tout autant qu'avec monsieur et madame Michu dans le fin fond du 27, quoi. Mais le porte-à-porte, c'est un peu particulier. C'est un truc qu'on fait rarement aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins, voire pas du tout dans la tech. Toi, tu l'as fait dans le panneau solaire. Qu'est-ce que ça t'a appris finalement? Tu vois, le fait d'ouvrir des portes et qu'on te rejette en frontal, parce que quand c'est en cold call ou par mail, bon, c'est ok. Il y a personne en face de toi, mais là, c'était vraiment frontalement. Mais en fait, ça m'apprend une chose, qui est que si tu veux que les gens te donnent de leur temps et doucement leur confiance, il faut que tu leur parles de leurs problèmes. En fait, ce qui ouvre, de mon point de vue, la discussion, c'est d'être sur un problème qui clique. Clac. Ah, intéressant. La suite va, face au problème, être de montrer que tu as une solution qui tient la route. Et dès lors qu'en tout cas, tu poses les bonnes questions, tu pointes du doigt un problème, les gens s'ouvrent. Et ça, c'est quelque chose que les sales doivent comprendre, notamment. C'est que la vente, la qualité d'un premier rendez-vous, elle se juge plus à la qualité de tes questions qu'à la qualité de ton pitch. Et d'ailleurs, bien souvent, meilleures vont être tes questions, meilleures vont être les informations que tu collectes, et donc ton pitch va forcément être de bien meilleure qualité. Et donc je dis toujours, commencer par être intéressé pour devenir intéressant. Et je pense qu'à cet endroit-là, c'est ce que m'a appris ce porte-à-porte, c'est converser. Commencer à poser quelques questions clés et converser. Arriver à casser les barrières. Tu vois, moi... j'entends parfois une école de vente qui est très positive aussi, c'est les assos. Tu vas Gare Saint-Lazare et tu vois les mecs qui doivent t'alpaguer à 9 du mat quand t'es déjà un peu en retard. C'est dur, hein. Encore un peu enfariné, pas bien réveillé, et que le mec arrive à te catcher et te faire signer un machin et te prendre un rib. Moi, je suis époustouflé par cette compétence. Et en fait, cette compétence, elle a une chose, le conversationnel. Les gens arrivent à clac te catcher et converser. Et toi, t'es à la bourre, mais... sympathique, sourire, conversation, et ben ça finit en 2, 3, 5, 10 minutes. Et en fait, on se rend bien compte que c'est ça la clé. C'est hooker et ensuite converser très vite. Ok, intéressant. Donc, panneau solaire, tu fais combien de temps dans cette boîte? Alors, petite histoire, je démarre très fort, et puis il y a une élection présidentielle qui est que M. Sarkozy arrive au pouvoir et décide de couper le crédit d'impôt, qui était du coup une énorme aide et qui faisait passer nos dossiers bancaires de manière beaucoup plus sexy. Et à partir du moment où on supprime ce crédit d'impôt, les dossiers sont beaucoup moins sexy, la rentabilité est beaucoup plus faible, et donc mes dossiers qui étaient à l'époque sur 16-17 ans commencent à passer à du 24, 25, 26, et beaucoup moins sexy pour la ménagère. Ok. Ouais, c'est des business qui sont bien et qui sont surtout poussés par des subventions. On l'a vu avec les panneaux solaires, l'isolation à 1 euro, le CPF, les OPCO, etc. Ok. Et donc après ce sujet-là, tu t'orientes vers le digital. Pardon, je t'avais coupé tout à l'heure. Ouais. Non, mais intéressant en tout cas, parce que je pense que, encore une fois, et je me dirige souvent moi aussi dans mes recrutements sur des profils qui ont goûté à la dure. Intéressant. Qui ont le cuir un peu, tu vois, dur. J'aime en tout cas en parler souvent aussi dans mes coachings. J'ai souvent, moi, dans mes recrutements, une question qui est... c'est quoi les grosses galères de ta vie? Sans rentrer forcément dans des sujets trop perso, mais c'est quoi les grosses galères de ta vie? Parle-moi-en un peu. Et en fait, je pense que c'est de là que vient la capacité à tenir sur la durée et à pousser fort. Bref, pour la transition du coup ensuite, je me dirige vers le digital parce que je comprends que la tendance est très e-commerce.
Et donc, je rejoins une boîte qui aide les sites web à s'internationaliser et les éditeurs de logiciels. Ça s'appelle la localisation. Et donc, je viens voir des éditeurs et des gros e-commerçants et je leur dis, voilà, moi j'ai une solution qui permet de parfaitement vous lancer à l'international où on va adapter 100% de votre site web, de vos mots-clés, de vos campagnes digitales, de vos AdWords pour que vous puissiez pénétrer ces marchés dans les meilleures conditions possibles, avec les meilleurs résultats et les meilleures conversions possibles. Et donc, je fais ça pendant quelques années. Je suis encore une fois numéro 1 assez rapidement sur un plateau d'une 40aine de sales. La boîte fait 20-30 millions à l'époque. Au moment où on se parle, elle en fait 400. Donc voilà, elle est passée sous LBO et elle a cartonné. Moi, je l'ai quittée parce que j'avais besoin de rentrer davantage dans le SaaS. J'en faisais un peu, mais je sentais. Et encore une fois, parce que j'ai cette capacité à observer et me connecter, et mon network m'a un peu suivi aussi. Et je vois que mes potes gagnent 2 fois plus que moi dans le SaaS. Et je me dis, c'est là que ça se passe. Et donc, je vais voir mon boss et je lui dis, écoute, voilà, on s'adore, on fait du super business ensemble. Le problème, c'est que j'ai des propositions à 2 fois ça et regarde les offer letters. Et il me dit, je peux pas, tu comprends bien que nous, on est quand même, quoi qu'on en dise, sur un métier d'humain et donc de marge réduite. Là où le SaaS, on le sait, une fois la R&D prête, des marges bien supérieures. Et donc, je me lance assez vite chez un éditeur qui s'appelle à l'époque Smart Focus, mais précédemment Email Vision, qui est un éditeur qui est très très connu pour les mecs de mon âge, comme une énorme école de vente. C'est l'un des premiers SaaS français qui monte à 100 millions d'ARR très vite, avec des brutasses, quoi. Des gens avec autant le côté positif que négatif du terme brutasse, qui est qu'il y a eu quelques débordements et que donc voilà. Il y a un côté un peu sulfureux à Email Vision que tout le monde connaît, mais avec beaucoup de respect sur le fait que je pense que 90% des gens qui ont réussi chez eux sont aujourd'hui des gens qui ont des postes de ouf dans la tech. Ok. Intéressant. Un type de débordement en particulier Il y a des abus de territoire. Qu'on voit dans le métier de sales, globalement, pas forcément dans cette entreprise, mais t'as des observations qui font que tu sens que c'est quand même très shark. Tu sens qu'il y a il y a des attitudes un peu bizarres sur des vols de territoire, sur des histoires qui arrivent à tes oreilles. Il y a des mecs qui arrivent à signer des boîtes qui sont en cours de liquidation judiciaire parce qu'ils ont l'info et qui prennent les coms et qui ensuite quittent la boîte. Donc, ils font quelques sales coups avant de partir. Il y a des mecs qui sont capables de voler le lead d'un mec qui vient de sortir d'un R1 et qui dit c'est intéressant et qui rappelle et qui dit... écoute, le sales a quitté la boîte, c'est moi qui reprends. Donc, non, moi, je ne l'ai pas vécu, cette époque-là. Elle était précédente à mon passage. Il restait quelques managers de cette époque qui n'étaient pas comme ça. Et en tout cas, force est de constater qu'il y a eu des débordements qui sont ceux que tu veux aussi là dans notre échange. Mais il y a aussi eu des gens qui ont fait un business extraordinaire avec beaucoup de compétences. Bien sûr. Je pense aussi, tu vois, à des gens qui ensuite ont monté des énormes concepts, sont arrivés à la direction de très très belles boîtes. Et qui avaient chacun leur technique. Certains, tu vois, par exemple, comme un Hervé Bloch, je sais pas si ça te parle ou pas, qui a monté le format Les Big Boss dans le digital, qui lui a toujours eu une approche de la vente très network, très proximité avec les décideurs, et qui ensuite en a fait un business qui a été l'un des plus gros pourvoyeurs de leads et de business dans le marketing digital pendant des années. D'accord. Et qui est aussi un des pontes passés par ce type de boîte. Il y en a eu beaucoup. Donc après ça, en gros... la boîte commence à avoir quelques difficultés suite au rachat. Le management devient très anglo-saxon et souvent quand les anglo-saxons arrivent et avec énormément d'entrain et peu de compréhension à l'anglo-saxonne, on va doubler les targets et diviser par 2 les plans de com. Souvent, bizarrement, les sales réagissent mal. Et puis, quand on dit au client ça bug de partout, mais on va quand même augmenter la licence, il peut commencer à y avoir quelques problèmes. Et donc voilà, je commence à sentir un peu le vent tourner et ça fait un moment qu'une boîte me fait du grain, comme on dit. En tout cas, cette boîte s'appelle AB Testy. Et je vois qu'il y a une nouvelle levée de fonds qui est en train de s'opérer. Je sens que ça accélère. Et donc, je vais au contact de la CEO et je lui dis, écoute, voilà, si tu veux qu'on discute, c'est peut-être le bon moment. Et donc, je rentre dans cette boîte avec simplement une exigence qui est, si jamais il y a un poste de direction commerciale qui se libère, je veux pouvoir avoir autant de chances que les autres d'y prétendre parce que je sais que tu accélères très vite. Et elle me dit, pas de problème, de toute façon, on est dans une équité très forte dans la boîte. Et donc,
les choses se feront simplement et oui, bien sûr, en tout cas, ce sera le cas. Et juste, t'étais arrivé à quel rôle juste avant? Je suis arrivé en enterprise Okay. sales Ok. et je rentre chez ABTST pour justement monter up market sur un certain volume de deals, Ok. très enterprise. Alors, il se passera des petits ajustements nécessaires au fait que l'équipe me voit arriver comme le mec qui va prendre tous les gros deals et que du coup, ça tend un peu la politique et du coup, assez vite, on trouve un ajustement qui est que je prends un peu plus de secteur enterprise, mais on laisse à tout le monde aussi des très beaux deals. On prend finalement cette décision un peu plus tard. Ok. Et encore une fois, et très factuellement, j'ai de très très bons résultats très vite. Je me démarque assez vite par ma force de proposition, ma capacité à comprendre où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'on peut débloquer. Les mecs comprennent que j'ai de la créativité aussi pour arriver à jouer avec les plans de com. J'ai toujours tendance à dire que les bons sales sont des sales qui font leur target. Les très bons sales sont ceux qui font leur target et qui arrivent à bousiller le P-plan, pour être poli. Je dis en général niquer le P-plan. Tu peux préciser là ce que tu viens de dire? En fait, un plan de com, il a toujours des défauts. Quand t'es sales, ton job, c'est de les trouver pour maximiser ton rendement. Ça n'a aucun effet négatif pour la boîte, si ce n'est que juste... à un moment donné, tu gagnes, je gagne, et je joue avec les limites du plan de com. Ok. Bon, il se trouve que maintenant, on vient souvent me chercher pour coacher les plans de com, parce que j'ai l'habitude de comprendre où sont les failles. Mais assez vite, quand j'arrive sur un plan de com, j'arrive à comprendre où est-ce qu'on va pouvoir en tirer profit. Donc, je sais pas, par exemple, tu vois ce que c'est qu'un POC ? Ouais. Ok. Proof of concept. Voilà. Donc, il y a certaines boîtes qui font plutôt du POC, d'une clause de sortie, et qui disent on va faire 3 plus 9. Donc, le contrat d'1 an, on va faire 3 mois de POC, puis 9 mois derrière, ce qui te fait un contrat d'1 an. Et moi, je comprends que ça, c'est 12 mois de revenus. Et je dis, si je fais 3 plus 12, qu'est-ce qui se passe ? J'ai 15 mois de revenus, je touche sur 15 mois de revenus ? Oui, regarde, le plan de com, il est fait pour que tu touches 15 mois. Alors pourquoi je vais faire du 3 plus 9 ? Je vais faire du 3 plus 12 maintenant, et je vais booster de 20 à 30% la com moyenne, les mecs, que vous faites à chaque fois que vous faites du POC. Et donc, tous ces éléments d'observation permettent d'aller overachiever. La plupart des plans de com ont des paliers qui te permettent en surperformance d'aller chercher des paliers bien plus intéressants en termes de com. Et donc voilà, je prends beaucoup plus. Et donc j'overachieve beaucoup plus facilement. Okay. De même que je suis très data-driven et que donc je vais observer à un moment donné très vite où est-ce qu'avec moins d'efforts, je peux avoir plus de résultats. Ouais. Donc dès que j'arrive dans une boîte, je regarde un peu les secteurs, je regarde un peu ce qui se passe, je regarde les durées de deal, combien de temps tu mets, quel effort tu mets, quel volume de gens tu dois rencontrer, de personas, pour arriver à un résultat X. Je vais me concentrer sur les secteurs où... j'ai pas besoin de rencontrer énormément de monde, la décision est rapide, le deal est énorme dans un durée de cycle qui est le plus court possible. En fait, tu vises le ROI et j'ai l'impression que t'aimes bien la définition de le sales est feignant, donc il va vers le plus simple ou le plus efficace ou l'action qui a le plus d'output finalement. Est-ce que t'es en phase avec ça ou... Moi, je cherche des feignants, factuellement. J'ai un pattern qui est que la fainéantise amène le raccourci amène la strat amène le résultat. Je dis toujours aux sales qui sont un peu débordés, qui ont beaucoup de ventre mou, 1, faites du tri, 2, faites du Pareto business. Qu'est-ce qui dans ma semaine me prend du temps et n'a pas d'impact sur mon business ? C'est quoi le 20% que je fais qui est 100% business dans son sujet et qui va m'apporter 80% de résultats ? Tout ce qui n'est pas business est un polluant. Donc en fait... le sales a toujours tendance à être happé par des choses qui l'amènent à de l'ego, participer à des réunions utiles, des projets annexes, etc. Bosser sur des trucs qui les font kiffer, mais qui n'amènent pas de résultats. De même qu'à un moment donné, quand tu te retrouves à vouloir faire du juridique à la place du juriste, je pense que tu perds ton temps. Alors, sauf si vraiment à chaque fois le juridique te fout dedans, mais j'ai vu plein de sujets et je le coach aujourd'hui. Je vois des sales qui sont débordés par de l'admin. Il y a 2 sujets là-dessus. Le premier, c'est 1, neutraliser ce qui est de l'ordre de... il y a un problème de process, il y a un problème de responsabilité d'ownership. Donc, retravaillons ça. 2, il y a l'ownership, mais le sales lui fait pas confiance et ou aime le garder pour lui. Mec, t'es juste en train de perdre du temps au détriment de ton biz, quoi. D'accord. Intéressant ce que tu dis, et c'est vrai qu'il faut arriver à avoir un agenda qui soit hyper, focus sur des actions qui ont un gros output, notamment pour un sales. Mais tu vois, je prends le cas d'un sales qui veut, imaginons, tester des nouvelles choses, par exemple, tester du partenariat. Est-ce que toi, tu lui dis non, ça n'a pas beaucoup d'output, et donc du coup, concentre-toi vraiment sur du vrai business ?
Et donc, du coup, il peut potentiellement partir à côté de cette opportunité, voir si ça peut être une super opportunité. Tu vois, à quel point tu mets le curseur sur c'est un bon une potentielle opportunité qui peut ou ne pas être quelque chose de grand. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais. dire. Moi, j'ai un principe qui est simple. Vends-moi le fait que tu y crois. Ouais. Et si j'y crois, on teste et on voit. Donc en fait, je suis très participatif dans mon management et plutôt partant pour aller chercher des nouvelles idées. Hmm. Euh, on en parlait en préparation, je sais pas si tu te souviens, mais lorsque je suis dans une boîte qui s'appelle Technicis à l'époque, j'ai une créativité de me dire, tiens, je vais aller faire les salons professionnels, parce que souvent sur les salons Ouais. professionnels, le premier jour, il y a le directeur marketing qui est là pour s'assurer que tout est bon, tout est carré, etc., et que ça va bien. Souvent, ces salons professionnels sont à destination de l'international aussi, en tout cas, je les vise, puisque j'aide, je le rappelle, les e-commerçants et les éditeurs de logiciels à s'internationaliser. Hmm. Je vais sur ce type de salon, et en fait, moi, mon game, c'est je ne lâche pas le salon tant que j'ai pas vu 100% des stands. Donc s'il faut y passer 2 jours, s'il faut le soir se mettre les pieds dans un bain glacé, je l'ai fait et ma femme hallucinait de se dire wow, le mec a vraiment la dalle. je l'avais, la preuve en est. Et donc je raconte ça avec aujourd'hui beaucoup de bienveillance dans le fait que quand je vois des mecs qui me disent Alexis, je crois que je vais faire ça, Alexis, je crois que je vais faire ça, je dis allez, vas-y, teste. Parce que moi, les salons, c'est ce qu'a fait, je pense, 60-70% de mon pipe et qui faisait que personne comprenait comment j'avais autant de leads et autant de bises alors que eux galéraient derrière le téléphone toute la journée. Mais- Et j'en faisais aussi du téléphone et j'en faisais très bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais pourquoi mettre un effort monstre au call alors qu'en 2 jours, tu peux avoir vu 100 directeurs marketing en live? En live. Ça fait la différence. Et je prenais de les cartes voir de en live. visite et j'écrivais derrière ce qu'on se disait pour Ouais. faire un follow-up un peu quali sur quels étaient les pains, quels étaient le besoin, quel était le follow-up à faire. Hmm. Et je revenais et je faisais carte après carte, mail après mail. Et je revenais de salon, je faisais, je pense, 30-40 mails de follow-up. Et derrière, ça m'aboutissait à 15, 20 rendez-vous que j'aurais eu en galérant comme pas possible en call. Il m'aurait fallu 1 mois probablement pour les avoir. Hmm. Donc, pour revenir à ce sujet précédent, à fond, vas-y, tu me l'as bien vendu le partenariat, Hmm. viens on teste. Hmm. Par contre, on se met des KPI clairs sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est une réussite ou on doit l'abandonner. Parce qu'il y a des sales qui, de temps en temps, vont mettre trop d'efforts. Ouais. Et là, il y a un problème. Ouais. C'est à quel moment on s'arrête de mettre de l'effort sur un truc qui marche pas. Ouais. On Ok. peut en parler aussi sur mes aventures entrepreneuriales. Ok. Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te donne envie de faire le salon et d'aller voir tous les exposants du salon et de repartir avec en étant numéro 1? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois numéro 1 dans globalement toutes les entreprises dans lesquelles tu es passé? Ouais, qu'est-ce qu'on peut en tirer là? Ça, c'est un pitch que j'ai très souvent quand je viens former des équipes sales. Je leur explique ce qui a été ma réussite et qui n'est pas forcément un pattern qu'on doit retrouver chez tout le monde, mais si ça peut en inspirer quelques-uns, je le fais bien volontiers. Moi, il y a une première chose qui fait ma réussite et que je pense qui fait celle des sales, c'est l'organisation. Ok. Moi, je ne crois pas à un sales bordélique. Dans l'overachievement. Je n'ai pas de problème à ce qu'il fasse 90-100% de sa target, mais tu veux faire 150, 200, 250, l'organisation. Premier point. Le deuxième élément de réussite, c'est la capacité à trier les matchs. Je joue très peu de matchs. Hmm. Je joue ceux que je vais gagner. Donc, j'ai une règle d'or, je qualifie pour disqualifier. Hmm. Donc, très vite, mon R1, mon premier rendez-vous, est Ouais. au service de je vais le jouer ou je vais pas le jouer. Et donc, puisque je suis dans cette obligation de faire cet exercice au service de je joue ou je joue pas, chaque fois qu'un doute rentre dans mon cerveau, il est verbalisé. C'est la troisième chose qui me permet de réussir. Ok. Je pose toutes les questions gênantes. N'importe qui sur les plateaux que j'ai fréquentés m'ont dit c'est le mec qui te pousse le plus de gênance dans un meeting. J'ai aucun problème. Mais parce qu'en fait, cette gênance, si je l'aborde pas maintenant, Hmm. elle va arriver plus tard. Hmm. Et moi, je dois prendre une décision qui est mon temps est au bon endroit, Hmm. mon énergie est au bon endroit ou pas. Hmm. Et donc, ça me permet systématiquement, à n'importe quel moment, de me positionner. Je continue à en mettre ou je continue à pas en mettre. Ok. Et j'ai aucun problème à l'hoster des deals. Aucun. J'adore ça. Me dire, ouais, ok, je viens de récupérer du temps pour d'autres opportunités qui en valent plus la peine. Hmm. Et ça, c'est ce que j'essaye de donner et de communiquer à mes équipes, celles que je coach au quotidien. Ne jouons pas trop et jouons bien.
Et donc, le dernier élément qui me permet de réussir, c'est cette capacité à tout le temps, me poser des questions sur quel est le risque que ça ne se fasse pas. Jusqu'à une parano excessive. Mais je préfère être trop parano que pas assez. Et je mets une chose au service de ma réussite, mes échecs. Et je le dis tout le temps. Pour réussir, il faut échouer. C'est factuel. Les mecs qui ont 20 ans d'XP mais qui n'ont pas pris de tôle dans des boîtes qui sont comme ça et qui ont toujours été en réussite, c'est pas des gens qui savent faire du biz. C'est des order takers, je les appelle comme ça. Ils prennent des commandes, ils vendent pas. Ok. Comment tu fais pour évaluer les risques du fait que ça ne se fasse pas, en fait, le deal sur lequel tu es en train de jouer et toi-même, tu sais que t'adores gagner. Donc, tu dois autant adorer gagner que détester perdre. Ouais, aujourd'hui, avec plus de recul, j'ai un framework qui s'appelle Medpeak, que certains auditeurs qui sont très au taquet sur les méthodologies de vente connaissent. Pour ceux qui ont envie d'être au taquet et de faire beaucoup de business, je les invite à aller regarder ce framework. Je connaissais le Medic, mais Medpeak... Le Medpeak, qui vient rajouter le P et un C à la fin. Ouais. Le P est Paper Process. Dans des ventes grands comptes très complexes, tu as un sujet aussi de bien maîtriser le Paper Process. Okay. Bien plus que juste le process au global. C'est aussi souvent le dernier kilomètre. Le dernier C est le C de Competition. On avait le C de Champion sur le Medic classique. On a un sujet de venir rajouter la compétition. C'est comme dans un band, tu vois, quand tu passes d'un band à un rampact, par exemple, tu viens assez vite rajouter la compétition. Et encore une fois, je vois énormément de deals où on ne maîtrise pas la compétition. Et ça, c'est un énorme problème. Donc, avant ça, puisque Medpeak est dans ma vie depuis peut-être, je dirais, 7-8 ans, grosso modo, avant ça, il y a du bon sens. Et avant ça, il y a de la parano. Juste se poser les questions de qu'est-ce que je sens pas et je vais aller à l'information. Qu'est-ce qui pourrait être de l'ordre d'une situation vécue par le passé, égal, je vais faire gaffe qu'elle se reproduise pas. Okay. Je te donne un exemple. Ouais. Je suis sur un deal. Tu voulais aussi qu'on parle de certains échecs. Je suis sur un deal. Moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur qui s'appelle le forecast. Okay. Moi, je demande à mes sales qui me disent ce qu'ils vont faire ce mois-ci ou ce trimestre-ci, en fonction de est-ce qu'on est au monthly ou au quarterly. Si tu m'as dit que tu allais faire 100, tu te débrouilles, mais tu fais 100. Ouais. Parce que moi, j'ai dit qu'on allait faire 100. À ma direction. Et que si tu me mets dedans, je passe pour un idiot. Ouais. C'est comme quand tu fais pas ta target. Quand tu fais pas ta target, tu joues avec ma target. Donc, que tu prennes pas ton argent, c'est ta responsabilité. Mais que moi, j'en prenne pas à cause de ta sous-performance, c'est la mienne et ça m'embête. Ouais. Donc, je vais pas te garder dans mon équipe très longtemps. J'ai aucun problème à accompagner ta performance, mais si c'est un sujet de mindset, de posture et d'investissement, ça va pas être une bonne collaboration. Et t'en as déjà eu des sales qui te disaient, mais celui-là, c'est sûr que je vais le closer, ou alors qu'on va arriver à temps, qui surévaluaient le forecast, et qui du coup te mettaient dans la sauce? Moi, je considère que c'est ma responsabilité autant que celle du sales, en fait. Okay. On a parlé tout à l'heure, t'as dit, ouais, je veux aussi qu'on parle du fait que, de mon point de vue, le sujet sales vient aussi du sujet manager. Ouais. Si tu n'es pas capable d'expliquer à ton sales où sont les pièges, où sont les angles morts, comment veux-tu qu'il en soit le plus conscient possible avec une chose essentielle à préciser? Moi, je dis toujours que je sois VP Sales, CRO dans une boîte ou que je sois même coach externe, on a toujours le bon rôle. On est le mec à côté qui regarde. C'est toujours le bon rôle. Moi, je dis toujours aux gars, les gars, déjà, on est ensemble. Si tu performes, je performe, on performe. Donc, mon job, c'est d'être à côté de toi et te dire, tiens, t'as pensé à faire ça? T'as essayé de regarder le truc comme ça? Tiens, peut-être que si on faisait ça, ça pourrait être bien aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça s'appelle du coaching. Si tu veux dire, faut faire ça pour que ça marche, ça s'appelle du mentoring. Souvent, les gens confondent. Et d'ailleurs, bien souvent, il faut mixer les deux. Parce que le problème du mentor, dans son job de head of sales, VP sales, peu m'importe, c'est qu'il est toujours très descendant, en mode faut faire ça. Et en fait, tu crées une dépendance des sales à venir te demander ce qu'il faut faire. Intéressant. Et ça, c'est hyper problématique dans les orgas. Je dis toujours aux directions commerciales ou aux CEO que je coach sur ces sujets, ne solutionnez pas trop souvent. Ne soyez pas trop proactif trop souvent avec vos sales. En fait, tu penses que c'est la solution là à court terme pour débloquer quelque chose, mais au final, à long terme, ça crée un risque de... Ça crée des mecs qui viennent te voir, mec nana, qu'on s'entende, je vais dire beaucoup mec, gars, peu importe.
Ça crée des sales, comme ça on n'aura pas de problème. Beaucoup de femmes d'ailleurs dans l'aspect sales et même à la direction head of sales de belles boîtes tech, donc on les embrasse. Très très fort, j'adore les nanas dans mes équipes. Très très fort. Ok, pourquoi tu les adores? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus fortes? Je t'ai dit tout à l'heure que de mon point de vue, ce qui fonctionne bien dans la capacité à overachiever, c'est l'organisation. Ok. Force est de constater qu'elles le sont beaucoup plus que nous, ou que la majorité d'entre nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est syndrome de l'imposteur. Très récurrent. Ouais. Égale remise en question et autocritique très forte, en autonomie. Et troisième élément que j'observe sur les sales nanas, c'est cette capacité à être parano, justement, et à aller chercher le risque. Et en fait, regardons en arrière sur nos premières minutes passées ensemble. C'est tout ce qui fait la réussite. Donc factuellement, moi j'adore avoir des nanas dans mes équipes. Je pense qu'il faut un équilibre, mais j'aurais aucun problème à avoir 100% de nanas dans les équipes. Okay. Et j'adore les gars aussi, parce que plus bourrin, on se pose pas de questions, ça fait du bien, ça met de l'énergie sur le plateau, c'est cool. Et il faut, je pense, de tout pour faire un monde qui fonctionne bien, tout autant que des introvertis et des extravertis, tout autant que des très méthodologie sales, tout autant que des mecs qui ont du flair. Parce que moi, il y a un truc que j'observe sur le marché, c'est que mes potes qui ont la quarantaine et qui prennent des 300, 400 000 par an dans des très belles boîtes de la tech, ils utilisent pas Medpeak au quotidien. Ils l'ont jamais utilisé. Mais quand tu regardes leur deal, quand tu les questionnes, tu retrouves chaque lettre sous maîtrise. Intéressant. Ils le font inconsciemment, en fait. Exactement. Comme quand moi, je découvre ces frameworks au fil que je lis des bouquins ou que j'ai des mentors qui sont bons et qui m'amènent à mettre une méthodo derrière ce que je fais au quotidien. Moi, souvent, quand je lis des bouquins, je me dis « Ah putain, ça, ok, je le faisais comme ça, maintenant, je le vois comme ça. Ok. » Et c'est ce qui est intéressant dans mes coachings aujourd'hui, c'est que maintenant, je mets la méthodo qui a du coup un dans son framework, quelque chose de plus cadré et de plus conscientisable. C'est ça qui m'intéresse, mais à la fin des fins, moi, je préfère moi, j'adore les sales qui me disent hey, « ton Medpeak, tu te le gardes, genre rien à foutre. Ça va pas m'empêcher de faire du business. » Et factuellement, ils en font très bien du business. Donc, encore une fois, attention aussi à, de temps en temps, ne pas forcer la méthodo pour forcer la méthodo. Encore une fois, si les sales font bien leur job et si quand toi tu viens mettre ta méthodo, tu vois que tout est sous contrôle, peut-être que ça vaut pas le coup de mettre des champs Medpeak dans ton CRM, quoi, sur ce mec-là en particulier. Ok. Là, tout à l'heure, on parlait des managers commerciaux. Tu me disais voilà, que l'idée, c'est d'arriver à les coacher, à les mentorer. Et moi, je pense qu'un bon manager doit encore être dans l'opérationnel, en tout cas une petite partie de son temps pour être sur le terrain, globalement, et pouvoir donner des conseils actionnables. Comment tu fais si un manager arrive vers toi et que tu veux le coacher et qu'il te dit « Bah non, moi je suis pas dans l'opérationnel. Moi je suis là pour faire en sorte que mon équipe fonctionne, mais je fais plus de call de vente, je fais plus de cold call, je fais plus de prospection, je fais plus ce métier de sales globalement. » Moi, Après Abetesti, je décide, par ma volonté de retrouver l'entrepreneuriat, de monter une boîte qui s'appelle Business First, où je viens connecter des sales d'un même secteur et non concurrents entre eux pour qu'ils se partagent de l'infomarché. J'ai rencontré Carrefour, il y a tel besoin, il y a tel business, tu devrais aller voir. Et attends, je te fais l'intro. Ah ouais, bah attends, je t'en dois une. Tu sais que moi, j'ai vu PSA la semaine dernière. Je pense qu'il y a aussi un truc pour toi, je vais te faire l'intro aussi. Mon business, c'est ça. Il y a une plateforme SaaS en centrale qui permet très vite, quand tu veux rentrer dans un compte, de savoir qui dans le club sales peut t'aider. C'est à peu près 1500 sales qui sont passés sous mes yeux dans des events et dans des pitchs. Et c'est aussi ce qui m'a fait comprendre à quel point les patterns de réussite étaient présents chez ceux qui réussissaient. Ça m'a permis autre chose aussi, c'est de connecter énormément de directions commerciales. Pourquoi ? Parce que notre job, c'était de contacter des directions commerciales pour leur dire « amenez vos sales dans notre club ». Et au milieu de ça, encore une fois, j'observais que les meilleures directions commerciales étaient celles qui étaient très terrain, très conscientes, très en capacité de lead by example. Et factuellement, c'est des mecs qui me demandaient « Est-ce que je peux venir, moi, dans ton club ?» Et pour répondre à cette question, tout est dit. À quel moment tu vas plus dans les events ? À quel moment tu restes plus dans les after-work ? Parce que ta femme et enfant à la maison ? Parce que ta mari et enfant à la maison ? Moi, j'entends. Mais c'est là que se joue le business. Quand les sessions de prospection se jouent tel jour à telle heure
et que toi, t'es juste à te mettre une petite alarme, une petite alerte dans ton agenda pour dire relevé de compteur important. Allez poser la question de est-ce que la session a bien eu lieu. Je pense qu'à un moment donné, au moins une fois par mois ou 2 fois par mois, il serait bon que tu sois dans cette salle et que tu me montres que ça fonctionne et comment ça fonctionne. Je pense que de la même manière, aujourd'hui, la politique et la multiplication des réunions dans les scale-up est devenue un tel mal que la majorité des directions commerciales sont happées par des trucs qui servent à Ça va que rien. dalle. Mais oui. En tout cas, pas pour eux. Ils peuvent pas avoir de vraie valeur ajoutée sur ces réunions. Et Mais s'y ils n'ont prennent pas quand même. le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et en fait, la réalité, c'est que moi, je l'ai vécu, donc je suis hyper bien placé pour en parler dans mes coachings. Et j'ai compris une chose. À un moment où je sais que le business se passe sur le terrain et qu'il faut maîtriser les deals, et que si tu veux, en tant que directeur commercial, réussir, il faut que tu maîtrises le deal mieux que ton sales. Ça veut dire que 100% des deals du pipe doivent être dans ton cerveau autant que dans celui du sales avec les angles morts maîtrisés. C'est comme ça que tu vas faire du biz. Parce que moi, quand je rentre dans une mission, après l'audit, je rentre très vite sur business review, deal clinique. Deal clinique, c'est quoi? C'est les mecs, c'est quoi vos commits sur le trimestre? Je vais en prendre 3 au pif. Vous allez me remplir un framework, je leur envoie un doc, ils le remplissent, ils me mettent du vert, du jaune, du rouge sur chaque question, qui est un medpic plus à la sauce Alexis Dugard. Et là, il y a des mecs qui m'ont mis du vert. Première question, c'est du rouge. Les mecs qui m'ont mis du rouge, je vois que c'est rouge partout. Je me dis, tiens, là, il y a un sujet. L'économic buyer, il est jamais sur les deals. Tiens, il y a un sujet qui est comment je crée suffisamment de valeur et de douleur pour que le C-level se dise, ça vaut le coup que je vienne. Comment j'arrive à connecter ces enjeux à des enjeux COMEX à la personne à qui je parle. Bon, bah, le deal clinique, il me sert à quoi? 1, pointer du doigt les problématiques individuelles, savoir où est-ce que je vais devoir les coacher. 2, s'il y a les mêmes problèmes partout chez tous les sales que j'ai dans l'équipe à coacher, je vais en faire une formation parce que je me rends compte que c'est un problème collectif. 3, je vais être capable de voir sur le terrain qu'est-ce qui empêche de passer correctement les étapes, ce qu'on appelle les taux de passage. Et donc, je vais assez vite me dire, tiens, en fait, le gros de ton problème, toi, il se passe en R1. Tiens, toi, le gros de ton problème, il se passe sur la capacité à faire un business case et montrer qu'il y a de la valeur. Tiens, toi, ton sujet, c'est le closing. En fait, t'emmènes plein de mecs au bout, mais à la fin, le ballon, il est devant la ligne, mais tu me le pousses pas, quoi. Et en fait, ça, c'est des consultative sellers. C'est des mecs qui vendent beaucoup par le consultative selling. Ils sont très conseils, très experts, mais ils savent pas closer des deals. Donc, des mois, le mec adore. En plus, à chaque meeting, il apprend des tonnes de trucs à raconter dans ses comex et à ses déjeuners le midi. Et donc, t'es pris comme un consultant. T'es pas consultant, t'es sales. À la fin, le ballon, faut le pousser. Et donc, il faut arriver à être en capacité, en tout cas, de l'auditer. Je suis parti très loin. Je raccroche les wagons sur ta question. Donc, pourquoi est-ce que les directions commerciales doivent être, de mon point de vue, très hands-on, dans ce que j'ai déjà commencé à décrire? Bah, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, tes sales, ils restent pour toi. Et tes sales, ils restent pour toi pour 2 choses. 1, la capacité que tu as à les emmener plus haut. 2, la capacité que tu as à être respecté et respectable. La légitimité. Si ton sales n'a plus de respect pour toi, ne te sent plus légitime, il te lâche. Et quand il te lâche, il lâche la boîte et il s'en va. C'est pour ça que d'ailleurs, bien souvent, on dit les sales ne quittent pas une boîte, ils quittent leur manager. Et donc, tu as ce besoin de montrer ta légitimité, tu as ce besoin d'être dans la salle, tu as ce besoin d'être en meeting, tu as ce besoin de montrer que tu es dans le game, que tu es là et que tu sais faire. Et que les mecs se disent, ah ouais, c'est vrai qu'il sait faire. Donc, on sait pourquoi c'est le manager, on sait 100%. Pourquoi c'est le boss. Et quand il dit quelque chose, j'ai des raisons de l'écouter. Et ce respect, il se perd. Parce que plus tu te mets dans ta tour d'ivoire, plus tu te déconnectes du marché, plus tu vas avoir tendance à dire des choses qui vont être plus remises en question, potentiellement moins suivies. Et doucement, ça s'effrite. Et une chose est sûre aussi, c'est que les sales, quand ils perçoivent du doute, ils le surdiscutent entre eux le midi, le soir, en buvant des verres en co. Et là, tu commences à être très en danger et tu peux très vite avoir tes 2-3 top players qui partent à 15 jours d'intervalle. Faut faire super gaffe. Intéressant, même de l'aspect management, j'ai une question là qui me vient en tête que je n'avais pas forcément préparée. Mais tu vois, imaginons que tu es un manager commercial, que tu as une équipe qui est vraiment bonne, mais tu en as un, c'est un peu la brebis galeuse, on va dire. La personne qui ne se sent pas dans la boîte, qui a un problème avec toi en tant que manager et qui a envie d'influencer les autres. Comment tu réponds à ce type de situation-là ?
Je pense que c'est déjà arrivé dans tes coachings, Ouais, 100%. ou même dans les boîtes dans lesquelles tu étais. Je l'ai pas eu, moi, en tant que manager. Ok. En tout cas, pas à ce point de devoir trancher. Parce que justement, je pense que j'ai neutralisé sur la base de ce que j'allais dire. J'essaye de comprendre quel est le déclencheur de cette attitude. Moi, je dis dans la vie de tous les jours, les réactions sont soumises à des déclencheurs. Ces déclencheurs, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qui, d'un point de vue personnel, émotionnel, situationnel, m'amène à réagir de cette manière-là. Est-ce que, d'ailleurs, c'est un cadre professionnel qui m'amène à réagir comme ça ou un cadre personnel ? J'ai pu m'embrouiller avec mon conjoint, ma conjointe ce matin, être dans une très mauvaise journée ou avoir appris une très mauvaise nouvelle qui fait que dans cette interaction, je ne suis pas cool. Et bien peut-être que ce player qui est pas sympa avec moi, c'est parce qu'il est dans une situation perso qui fait qu'il est très tendu et pas sympa et qu'il est aigri envers la vie. C'est mon rôle de manager. Et je dis tout le temps aux mecs, votre rôle de manager, sales, c'est autant du sales que du psy. Moi, parfois en coaching, mes boss, les mecs qui me signent des missions, ne le savent même pas. Mais les 3/4 d'heure de lundi matin, je les ai passés à faire du psy avec ton gars qui se plaint de X, de Y et de Z, qui peut autant être sa vie perso que pas du tout d'accord avec la direction que prend la boîte, que pas du tout d'accord avec le nouveau plan de com, que pas du tout d'accord avec plein de choses. Et mon job, c'est quoi ? C'est que sans que tu le saches, je joue ce que tu aurais joué. Sauf que ma position d'externe, elle est 1000 fois plus valorisée. Il y a une chose qu'on me dit souvent et qui est positif, et on pourrait en dire plein de négatifs aussi, et je sais où sont mes limites parfois managériales, mais dans ce qui est positif, c'est Alexis, c'est un mec qui est dur, qui est exigeant, mais qui apporte beaucoup et qui est fair. La justice. Donc, quoi qu'il en soit, je vais sur ce qui me paraît être juste. Parfois, ça va à l'encontre, parfois même de la direction, mais je dis ce qui est juste et je vais le remonter à la direction en disant, voilà, je pense qu'il y a un sujet. Mais c'est intéressant le truc d'être fair, d'être juste, et en particulier pour les commerciaux, j'ai l'impression que c'est particulièrement important de montrer qu'à chaque situation, tu vas être fair envers le plan de com, envers... tu vois, je discutais avec un entrepreneur, il me disait, bah, moi je viens d'arriver dans l'entreprise, j'ai racheté la boîte, et il y a 2 commerciaux qui ont un plan de com différent. Donc, premier problème, c'est de les remettre au même niveau. Ouais, mais ça va pas plaire à l'un, etc. Donc, comment tu fais pour être fair, juste, à tout moment, et avoir cette posture de quoi qu'il arrive, je vais être juste envers vous, quoi. Je te donne un autre exemple, un peu buzz et que beaucoup vivent, et beaucoup qui nous écouteront se reconnaîtront. Parce que j'en avais fait un post LinkedIn à un moment donné qui avait beaucoup buzzé, et parce qu'il répond à un problème clé. T'as des mecs qui sont loyaux, performants, depuis 3-4 ans dans la boîte. Ils sont à un salaire fixe de X. Les nouveaux qui arrivent sont à X plus 10%. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est entendable ? Et quand les mecs viennent te dire « j'aimerais une augmentation », tu leur dis « ouais, tu comprends, c'est dur en ce moment ». Est-ce que t'es un bon manager ? Non. C'est absolument inacceptable. Même si l'autre gars a plus d'années d'expérience, etc. Mais il a prouvé quoi dans la structure ? Rien. Donc si, avant qu'il ait prouvé, il est déjà censé être mieux payé, moi qui a prouvé, à quel moment, je fais ma target, je la dépasse, à quel moment le mec que t'as recruté, tu lui demandes autre chose que moi ? La même chose, la même target. Donc, parce que le marché, parce que je l'ai bien aimé, parce que c'est inadmissible. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est un deuxième besoin ancré chez le sales, qui est de gagner de l'argent, le premier. Le deuxième, la considération. Si ton sales se sent pas considéré, il s'en va. Et tu pourras lui mettre autant de fric que tu veux, ça va durer un peu, mais il va finir par s'en aller quand même, parce que d'autres vont lui en proposer autant, si ce n'est plus. Donc, comment est-ce que je fais pour être juste ? Un seul tips. Je me mets à la place du sales, puisque je l'ai été. Donc, encore une fois, quand t'as un CEO profil ingé, j'en coach des dizaines, il a jamais été sales. C'est pas grave, c'est pas de sa faute. Mais il comprend pas ce qu'il y a dans nos têtes à nous. Donc il est paumé. Et il prend pour une diva exigeante. Et ça le rend fou. Et en plus, au-delà de ça, il pense que son produit est tellement génial qu'il se vend tout seul. Donc quand tu viens revendiquer, alors là, c'est le bout du monde. Ce mec à qui j'ai mis entre les mains du marketing et un super produit qui vient m'exiger d'être augmenté. Viens. Viens, on discute. Viens, on va faire des meetings ensemble. Je pense que ça fait longtemps que tu y as plus été. Mais comment tu pourrais leur ouvrir les yeux à ces CEO, ingénieurs, ou même Head of Sales, hein. Il y en a qui sont montés Head of Sales et qui n'étaient pas forcément Sales avant. Comment tu peux qu'est-ce que pense un Sales en interne dans sa tête qui va faire en sorte qu'il puisse performer et évoluer dans ta boîte ? Si un Sales est pollué,
par quoi que ce soit, d'où le sujet psy de tout à l'heure, ça jouera sur sa performance. Ok. Premier point. Si un sales sent de l'injustice, ça commence à être très problématique parce qu'il en fait son sujet. Alors que son sujet, c'est pas l'injustice interne, c'est le business externe. Ton job, c'est de huiler la machine et d'enlever les polluants. Ton job de manager commercial, que tu sois head, VP ou CEO, c'est d'avoir des mecs qui sont des sportifs de haut niveau, avec une préparation physique, performance et une préparation mentale. Pourquoi tu viens leur mettre des polluants ? Pourquoi ? Sur la base de quoi ? De tes convictions ? S'il y en a qu'un qui se plaint, peut-être que tu as raison. Mais si toute l'équipe se plaint, sans doute que tu as tort. Ce qui se passera dans tous les cas, c'est que les mecs vont te lâcher. Mm. Et quand les mecs vont te lâcher, il va se passer quoi ? Alors je dis pas, il faut toujours dire oui, c'est pas le sujet. Parce qu'un sales, quoi qu'on en dise quand même, quand il a capté, et comme son prospect d'ailleurs, quand il a capté que le caleçon se baissait assez vite, il finit très souvent aux chaussettes. Quand je fais du coaching sur le closing, mon sujet c'est de leur dire hey, garde la ceinture bien attachée là. Ça s'appelle la ZOPA, la Zone of Possible Agreement, et je leur dis quand tu l'as trouvé mec, baisse pas trop vite parce que tu te prendras une deuxième couche, c'est sûr. Les sales ils abusent tout le temps. Quand ils captent que c'est facile, quand le CEO est trop mou, trop sympa, trop laxiste, les 3 jours de présence au bureau finissent en 1,5. Le plan de com, il est retouché 2 fois par an. C'est toujours plus. Ça finit dans tous les sens. Et des exemples comme ça, je peux en citer des tonnes. Donc attention quand même à ce qui paraît être juste. La problématique, on en parlait des profils ingé qui n'ont jamais été sales, c'est qu'ils n'ont pas le référentiel. Donc c'est là où moi j'interviens, où d'autres interviennent, où leurs invests. Parfois, il y a des BA qui ont eu cette expérience, qui sont plus sales, business angel, pardon. Leurs investisseurs, peu importe leur board, va leur dire attention, non, le market practice, c'est plutôt de faire comme ça, fais gaffe, ils sont légitimes. Si t'es CEO, prends soin des mecs comme nous, qui ont déjà fait des dizaines et des dizaines de fois, ou sinon, fais-toi conseiller de gens qui ont le profil et en qui tu as confiance pour aller chercher la confirmation. Parce que toi, tu fais quoi là maintenant ? T'as créé une boîte qui s'appelle Revob, du coup, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais donc pour les head of sales qui nous suivent. Donc je parlais tout à l'heure de mon aventure Business First et je suis très bavard donc je pars aussi bien, on sait plein de directions, j'espère que ça apportera de la valeur. Je décide de fermer Business First parce que ça n'avance plus du tout comme il faut. On a souffert d'une crise dans la tech à un moment donné qui nous a fait beaucoup de mal avec énormément de réductions budgétaires et quoi qu'on en dise, le business avait du mal à prouver sa valeur. Donc Business First, c'était ton club deal de En fait, de on a sales, du mal à démontrer que c'est nous qui sommes à l'origine d'un certain nombre de deals parce que le marketing dit attendez, nous on a aussi fait des events, nous on fait aussi de la lead gen, on fait de l'awareness et puis le sales dit ouais mais moi j'ai aussi prospecté et le SDR dit le lead venait de moi, c'est moi qui l'ai eu en call. Donc à un moment donné, montrer notre valeur intrinsèquement, c'est compliqué et donc il y a une remise en question. Et puis il y a un autre sujet sur Business First qui est intéressant aussi, encore une fois je dis vague mais ça a une importance peut-être, c'est les nouvelles générations sont peu network, point numéro 1. Point numéro 2, tu peux avoir un client du club qui est dans une dynamique de partage et de connexion très forte avec beaucoup de business qui en émanent. Et tu peux être 1 an plus tard avec une boîte qui était hyper contente de ton service, qui remplace 80% de son équipe sales, et les nouveaux sales n'aiment pas ton format. Donc l'année d'avant, tu cartonnais. L'année d'après, les sales viennent même plus aux events, ils n'aiment pas ça, ils trouvent que c'est nul. Et donc, on a une instabilité sur le format. Bref, je rentrerai pas dans le sujet, c'est derrière nous, mais je ferme cette boîte, je suis président d'une SAS, j'ai pas de chômage, je fais ce que je sais faire, puisqu'on continuait, malgré aussi mon job de CEO à cette époque-là de Business First, de venir me chercher sur du consulting et du coaching. Okay. Pourquoi ? Parce que j'ai la chance d'avoir une aura positive dans le marché de la tech, dans le SaaS de manière générale, et encore plus dans le marketing digital, mais dans le SaaS de manière générale. Et donc, les mecs disent, tu devrais aller discuter avec Alexis, tu devrais connecter ce mec-là. Et donc, je me retrouve dans des déj, dans des visios, où les mecs me disent, mais tu veux pas me faire quelques heures quand même de consulting, ça pourrait m'aider. Et donc, dans Business First, il y a une partie quand même du CA qui est toujours de faire du consulting et de la formation sales. Okay. Ça booste notre chiffre d'affaires et moi, ça me permet de rester très terrain. On en parlait tout à l'heure. Et j'allais en rendez-vous beaucoup avec mes sales aussi et je prospectais aussi avec mes sales. D'ailleurs, je pense que j'étais le SDR de la boîte. Et je considère que le CEO doit être le SDR aussi de sa boîte. By the way, en passant. Et beaucoup ne le sont pas du tout.
Et parce qu'on considère ce métier comme étant un métier de... Tu vois, j'ai discuté avec un sales, il me dit, mais moi, je fais un métier de clébard. Ouais, bah non. Pourquoi? Parce que t'en as fait un métier de clébard. Pourquoi moi j'en fais un métier de Parce que c'est ta vision, de le jeu? jeu. Ouais, c'est ta vision. En fait, à partir du moment où tu retournes le truc dans ta zone de confort, ta zone de confort c'est quoi? T'as pas envie du téléphone. Ouais. Bah sois exceptionnellement bon autrement. L'objectif c'est de prendre des rendez-vous. Donc va faire du porte-à-porte, va sur des events, envoie des mails extraordinairement extraordinaires, fais du vocal LinkedIn, j'en sais rien, fais autre chose. Montre-moi que t'es créatif. Dans tous les cas, le sujet sur j'ai l'impression de faire un job de clébard, c'est simplement, de mon point de vue, le fait que plus tu avances dans l'âge, plus tu comprends que c'est un sujet de posture, la prospection. C'est un sujet de posture. C'est-à-dire que, en gros, moi, quand j'appelle un mec aujourd'hui, quelle que soit la presta, je l'appelle pour ta boîte, n'importe quelle autre boîte, peu m'importe, je vais lui parler d'égal à égal, et je vais surtout pas me prendre pour le petit sales qui a quelque chose à lui vendre. Et donc, je l'appelle pour lui rendre un service et lui parler de quels sont les problèmes que je résous. 98% des SDR ou des gens qui prospectent rentrent sur la solution. J'aide telle boîte à faire tel truc. C'est cool, hein? Je suis sûr que ça t'intéresse, non? Mon calendrier est en bas. Non, je l'ai redit au tout début de notre échange. Ouais. Le sujet, c'est de faire écho à « Oh oui, ça, oui, ça, mon épaule, la tendinite, là, oui. Ah oui, t'as un truc qui corrige ça, là? Ça m'intéresse. Ça fait pas mal de semaines que je me dis que justement, là, si je veux reprendre le tennis, faut que j'intervienne. » Donc la posture, c'est de se mettre d'égal à égal? D'égal à égal et de parler des problèmes que je connais, montrer un peu d'expertise, un minimum, rentrer très vite sur « Je sais que t'as tel et tel problème, je parle avec X, Y et Z qui les ont. Tu les as ou pas? Comment tu les traites ?» Donc t'arrives en tant que consultant, en fait. 100%. Pour dire, globalement, je discute avec... Enlève-moi Sales Development représentative, là. Mais expert en X. Mais consultant en Z, mais autre chose. T'es pas sales, t'es rien, t'es un mec qui sait parler de ce métier. Ouais. T'as 3 mois d'XP, débrouille-toi. Comment en 3 mois tu peux être au niveau d'un mec qui a 3 ans? Et là, on a un deuxième problème. Au-delà de la posture. Les mecs ne charbonnent pas pour booster leur expertise. Ils disent pas de news, ils se documentent pas, ils s'abonnent pas aux bonnes personnes, ils suivent pas les bons comptes sur LinkedIn, ils essayent pas de se connecter à leur père, ils déclenchent pas... Comment t'arrives tes SDR? Premier jour, t'es dans une boîte qui fait, je sais pas, de la supply chain. Dans ton network, école de commerce, est-ce que t'as des gars qui sont en supply? Dans ton network, tes oncles, tes tantes, peu m'importe, les copains de ta famille, ils sont dans la supply? Premier cercle, va me chercher du rendez-vous. Le warm. Va me chercher du rendez-vous. Okay. Et ces gens-là, ils vont être bienveillants parce qu'ils sont ton premier cercle. Ils vont te donner de l'input. Personne ne le fait. J'arrive, les mecs, ça fait 2 ans qu'ils sont là, ils ont toujours le niveau d'XP d'un mec qui en 3 mois les a dépassés quand il est investi. Et on comprend pas. Et ce mec-là, au bout de 6 mois, il prend 2 fois plus de rendez-vous qu'eux. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il dit, attends, eux, ils sont là depuis 3 ans, je prends 2 fois plus de rendez-vous qu'eux. Je peux passer à compte exec? Je peux passer sales ou pas? Je veux closer, moi. Je suis meilleur que les autres, t'as bien vu. Et là, problème de head-off. Oh mince, j'avais enfin un mec qui me générait du rendez-vous, putain, il veut déjà passer sales. Bon, bref, on pourrait en faire des heures. Mais... Intéressant ce sujet aussi. Vas-y. mais tu dis des trucs où je suis obligé de réagir Vas-y. Et c'est hyper intéressant. Mais juste avant, on n'a pas fait le tour sur ce que tu vends, ce que tu proposes aujourd'hui au Head of Sales. Donc, vas-y, si tu peux me faire le pitch. En gros, aujourd'hui, j'accompagne des boîtes, startups, B2B, pas que ça, même si c'est le gros de ma maîtrise, dans leur phase d'accélération. Ça touche à 2 choses. Ça touche à 1, le sujet de la stratégie commerciale. Ça touche à 2, le sujet du people. Dans people, il y a autant comment est-ce que tu manages tout ça, et il y a autant qui sont les mecs qui exécutent. Est-ce que tes sales sont au bon niveau de compétence? Donc quand j'arrive sur ces types de structures, qu'elles soient en plan de relance parce que ça a commencé très fort et puis ça va un peu moins bien, ou qu'elles soient dans une phase d'accélération forte post-levée de fonds, et je ne bosse pas qu'avec des boîtes qui ont levé des fonds, mais je ne bosse qu'avec des ambitieux. Soit des ambitieux qui ont été calmés par le marché ou par l'incompétence interne ou le manque de process et qui se disent « Waouh, je pensais que j'avais un bon potentiel, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de quelqu'un qui vienne pointer du doigt ce qui ne va pas. » Soit des gens qui dès le début disent « Moi, je vais monter une licorne. » Et ces gens-là, on va certainement faire du bon business ensemble. Qu'est-ce que je fais? Je viens, j'audite. J'audite quoi? Je regarde la data, je regarde les calls, les meetings, je regarde les outils, je regarde les supports et je regarde les routines managériales. Les outils, le CRM, les outils de lead gen, etc. Donc, je regarde tout.
Ça me prend des heures et des heures, ça me prend souvent 2-3 jours. Mais j'ai l'œil. Donc très vite, tac, 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 égale rapport d'audit. Okay. Les problèmes, ils sont là. En fonction de ça, on va se définir 10, 12 ateliers stratégiques, correctifs. Où est-ce qu'on doit mettre de l'effort pour très vite relancer la machine? De quoi on doit s'équiper? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça reparte? Ensuite, quand la machine est OK, le people n'est pas toujours OK. Donc là, moi, je reste un mec très main dans le cambouis. Les gars, je vais faire des meetings avec vous et je vais auditer vos deals. Donc parfois, j'ai un head-off qui est avec moi et je lui dis, eh bien, on va le faire ensemble. Juste regarde comment je fais, j'ai pas la prétention de dire que je fais mieux que toi, mais juste regarde un peu, prends ce qu'il y a à prendre ou pas. Et en tout cas, moi, ça va me servir aussi à auditer très vite ce qui va pas chez tes gars. By the way, j'ai déjà fait un atelier de setup avec le head-off ou le VP Sales qui m'a déjà, lui, donné son ressenti et où sont ses zones de limite. Okay. Et bien souvent, on est très... Notre job, c'est comment on y va ensemble. Hein. Moi, je leur dis, je suis votre sparring partner, je suis votre gars. On y va ensemble. Je suis pas là pour dire, t'es pas bon là-dessus, t'es machin. Non. Enfin, si, je suis là pour le dire, mais je vais pas le dire à tes boss. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est pour le bien de tout le monde. Je rentre dans la soute avec vous, quoi. C'est le job. Donc, j'accompagne les sales. Je pointe du doigt ce qui se passe. Tout à l'heure, on en parlait sur des deals cliniques. Je comprends où ça va pas. Et là, je traîne. Toutes les semaines. Et là, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est quoi le pain? Il a besoin de s'équiper de X. Non, t'as pas compris. C'est quoi le pain? Le problème. Tu réponds à quel problème? Le problème, c'est qu'il a besoin de X parce que c'est compliqué, quoi. T'as pas creusé le problème? Non, ok. T'es à quel niveau du deal? Je suis en closing. Ah, d'accord. Okay. Très bien. Donc là-dessus, j'ai en général 3-4 choses que je regarde assez vite. Le multi-threading, est-ce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs sur ton deal? Je fais de la vente complexe. Oui, juste je précise, Revop s'adresse à de la vente complexe. Une vente qui se fait en un call ou deux, c'est pas pour nous. Donc la vente transactionnelle globalement, 30 € l'abonnement SaaS. Ne me contactez même pas, je veux pas faire. Ok. Parce que je considère qu'on n'aura pas assez de valeur et qu'il y en a d'autres qui le feront bien mieux que nous. Ok. Par contre, plusieurs interlocuteurs, plusieurs meetings, besoin de créer de la valeur, besoin de le défendre, besoin de la complexité. Ah, là, c'est notre terrain de jeu. Ce qui se passe au milieu de ça, du coup, c'est que les problématiques sont toujours les mêmes. Le why, il n'est pas maîtrisé. Pourquoi est-ce qu'on ferait du bis? C'est quoi le problème? C'est quoi le critical event? C'est quoi le compelling event? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il se passe des choses? Quels sont les problèmes que ce mec a qui font que ça gratte? Il va agir, Ok, ensuite, il va falloir que ce problème il soit suffisamment douloureux pour qu'il soit urgent de le résoudre. À quel point ton why, il est puissant? Est-ce que tu as de la métrix? Est-ce que tu as quantifié la douleur? Il y a déjà du mal à avoir le pain, donc autant dire que on l'a pas quantifié. Oh, mais il n'a pas la data. Ensuite, je vais sur le why now. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Pourquoi tu m'as pas appelé il y a 1 an? Et pourquoi est-ce qu'on ferait pas ce deal plutôt dans 2 ans? Pourquoi maintenant? Pourquoi je devrais changer maintenant? Pourquoi tu as envie, toi, de te mettre sur ce sujet maintenant? Ma première question à poser dans un meeting, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de prendre du temps aujourd'hui avec moi? Il n'y a pas un mec sur Terre qui crame 1 heure pour le plaisir. Moi, j'y crois pas. En tout cas, pas en chemise. Sinon, c'est le paddle. Et encore, il y a moyen de faire du business au paddle. Mais grave, merci. Bah, tu vois, regarde, ce job de chien, mets-toi au paddle, mec, et tu vas voir que tu vas pas du tout galérer, et que si tu te mets à avoir un cercle qui va t'amener un 2e cercle et un 3e cercle, tu vas en avoir des rendez-vous. Il va y en avoir du rendez-vous. Et véridique, il y a énormément de clubs de paddle business. Ouais. Énormément, et ça cartonne. Grave. Bref, encore une fois, on part sur un autre sujet, et je reviens, mais ce que je disais, c'est que donc, mes sales ont un 2e sujet, c'est le why now. Et donc, j'ai besoin, moi, de savoir, je te le disais tout à l'heure, si je joue maintenant. Si le mec, il me dit, je sens qu'il est moyennement dans le now, mon niveau d'effort va être moindre. Quand le mec va me dire, on rééchange en septembre, pas de problème. Peut-être même janvier, c'est mieux, non? J'ai pas le temps. Quand ce sera ton moment, ce sera mon moment. Et en fait, mes prospects, ils le sentent très vite. Et je veux que mes sales soient dans la même dynamique. Je veux que les sales ne soient pas dans une dynamique sales. Ils soient dans une dynamique de j'ai compris que je pouvais t'aider, t'as compris que je pouvais t'aider, on a compris qu'il fallait qu'on avance. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avancerait pas? C'est ma dernière question de mon team. Donc au milieu de ça, why now? Et ensuite, why us? Qu'est-ce qui fait que ce serait moi plus qu'un autre? Et là-dedans, il faut que j'arrive à comprendre dans son process, dans son problème, qu'est-ce que moi je vais faire de mieux que les autres. Et ça, encore une fois, les sales doivent bosser leur concurrence. Même quand tu veux prendre un call, même quand tu veux poser un R1, le mec va te dire 1 fois sur 2,
Et je suis gentil, je dirais 8 fois sur 10, je suis équipé. Aujourd'hui, on est quand même plus sur un marché de remplacement que d'équipement. Ouais. Donc, maîtrise ta concurrence. Ah d'accord, mais j'avais quand même une question. Comment vous faites ça ? Mhm. Après, évidemment, les basico-basiques. Ok, si vous deviez mettre une note sur 10 à ce prestataire, ce serait combien ? Il n'y a pas un Français sur Terre qui va dire 10 sur 10, ça n'existe pas. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Tu t'en as, toi ? Non. Non, il n'y a pas de Français qui met 10 sur 10. Je crois que tu mets 9,8, tu Ouais, vois, si vraiment t'es content. Tu vois. Exactement. Non, en Et vrai. donc, du coup, il y a une autre question sous-jacente Celle à celle-là. d'après, c'est qu'est-ce qui leur manque pour arriver à 10 ? Ouais. Et là, il y a du pain. Ok. Le why now, je pense qu'il est vraiment important, celui-là. Est-ce que tu penses que tu peux arriver à lui faire comprendre que ce serait important de le faire maintenant, tout en sachant qu'en arrivant au call, il voulait juste avoir des informations. Parce que t'as beaucoup de calls où le mec vient et dit « Ouais, non, mais je suis curieux. Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ce que vous proposez, etc. » Mais il n'a pas la démarche de changer maintenant. Est-ce que toi, dans ton call et dans les sales que tu accompagnes, tu peux également leur dire activer ça pour faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose à faire maintenant? La majorité des deals ne se perdent pas face à la concurrence. Ils se perdent face à l'inaction. Mmh. C'est l'inaction ton pire ennemi, ce qu'on appelle l'inertie dans le grand compte. La majorité du temps, cette inertie, elle vient du fait que tu n'as pas réussi à créer l'urgence, ce qu'on appelle le COI, le Cost of Inaction. Je donne beaucoup d'anglais, mais parce que ça vient de framework américain bien souvent et de méthodos américaines, mais le coût d'inaction en français, il passe très bien et tout le monde l'a compris. Donc, au milieu de ça, je dis toujours aux managers que j'accompagne ou aux sales que j'ai de temps en temps en coaching en direct, que ce soit moi ou que ce soit mes coachs, je leur dis tout le temps, demandez à ce que systématiquement, lorsqu'un problème est évoqué, on aille chercher l'impact de ce problème. Ça touche à une méthode de vente qui s'appelle le spin selling. S de situation, P de problème, pain, I de implication que moi j'appelle impact, et N de need ou de needs. Ce qui se passe à cet endroit-là, c'est que ce qui manque sur la majorité des deals, c'est le I. On n'implique pas, on n'impacte pas, on ne fait pas en sorte qu'au milieu de ça, le problème soit suffisamment important et impactant en interne pour qu'on se dise « Ah ouais, quand même, j'avais pas pris conscience que c'était si important que ça. » Et le seul moyen que tu as de faire ça, c'est le faire verbaliser son pain et pas le verbaliser à sa place. Ne pas le verbaliser à sa place, pardon. Et 2, le fait que le mec se rende compte que ah ouais, ça lui coûte quand même ça. Ah ouais, j'avais pas imaginé ça. Si tu vas pas au calcul de ça, eh ben en fait, à un moment donné, tes SDR, comme ça on reprend aussi une thématique centrale, tes SDR n'ont pas un bon outil pour choper les 06. Je ferai pas de pub. Pourtant, j'ai beaucoup de copains qui fournissent les 06. On peut en citer, hein. Non, si j'en oublie, je vais être dans des histoires. Ok. Donc, t'en es arrivé à là. J'en ai 3 en ce moment qui... Parce que je pense qu'en vrai, ça peut être intéressant pour Full les Rich, Listar et Zelik. Voilà. Donc Full Rich, Listar, Zelik. Ok. Ça marche. Moi, je connais Datagma aussi. T'as Clay aussi qui fait de l'enrichissement en cascade. Voilà, t'en as plein d'autres. Yes. Et comme ça, au moins, on va pas fait de jaloux. Et voilà. On mettra en bas de cet épisode tous les autres. Exactement. Non, je déconne. non, la SACEM nous en demande 3. On était bon. Ok. donc, pour recentrer un peu, tu me disais, au milieu de ça, la quantification. Et en fait, je te prenais cet exemple qui est, aujourd'hui, si ton outil a 50% d'enrichissement, l'effort que tu as eu à trouver que ce compte était intéressant, fait que si tu n'as pas le 0,6, c'est du temps de perdu. Qui fait aussi que si tu appelles un mauvais numéro, c'est du temps de perdu. Si je ne quantifie pas l'écart entre 50% et 70% de numéros disponibles, à savoir que du coup, sur une session, je vais potentiellement avoir 5 décrochés de plus, un rendez-vous de plus par session, fois 15 sessions dans le mois, égale 15 rendez-vous de plus, avec un taux de closing de 30%, égale 5 deals signés en plus, avec un panier moyen à 10 000 euros, égale 50 000 euros de plus. Ah ouais, quand même, j'avais pas... Et tu coûtes combien, toi? Et toi, tu coûtes que 1 000 euros. Ah d'accord. Pour 50 000 de plus par mois. Ah ouais, intéressant. Je l'avais pas vu comme ça. J'avais pas vu que ça me coûtait si cher de laisser mes sales en galère avec un outil qui est pas le bon. Bon encore une fois, il n'y a qu'à ce moment-là que se passe une chose, la conscientisation. Oui, les numéros, ça va, ils y arrivent, hein, franchement, ils passent d'un truc à l'autre. Non. Moi, je dis, vous voulez faire du biz? Ce qui va vous permettre de faire du biz, c'est l'excellence opérationnelle.
à chaque endroit où on peut aller chercher de l'uplift, on doit le faire. Mhm. C'est un sujet parmi tant d'autres. Hyper intéressant. Hyper intéressant de calculer le coût de l'inaction lié à la solution que tu vas proposer pour derrière pouvoir conscientiser à ton prospect que il est en train de s'asseoir sur dans l'exemple. Et tant qu'il l'a pas fait, il a 50 000 d'autres euros. priorités parce que lui, il pense que sa prio, c'est de potentiellement avoir une formation sur le produit qui va permettre à ses sales d'être meilleurs techniquement et donc de closer plus de deals. Oui, mais si t'en closes 2 de plus, alors que moi je te propose d'en closer 5 de plus, qui est prioritaire ? Et là on touche à un autre sujet. C'est ce que la majorité des deals qui ne sont pas perdus par l'inaction sont potentiellement perdus face à la concurrence, mais aussi et surtout, la concurrence n'est pas celle qu'on imagine. Et là il y a un truc intéressant à discuter en ce moment parce que c'est hyper présent depuis 2-3 ans. La majorité des sales se concentrent sur c'est moi ou c'est le concurrent qui va gagner ? Moi je leur dis faites gaffe les gars. Aujourd'hui il y a un nouveau concurrent, c'est le budget. Et en fait, ça touche à l'arbitrage. C'est pas vous ou votre concurrent, c'est votre projet ou un autre projet qui a rien à voir avec vous. Donc si tu es un fournisseur de numéros, ça se trouve, c'est un mec qui te permet d'avoir... il faut que je trouve un exemple, j'en ai pas là, mais c'est de changer de CRM. Aucun rapport. Et pourtant, on pense que changer de CRM va aider à avoir une data plus clean, être plus au taquet pour mieux gérer la data et donc être plus efficace en rendez-vous. Okay. Qui est prio ? Comment tu vas arbitrer ça ? Rapidité de setup, ROI et potentiellement quelques critères secondaires qui sont que je veux bosser avec des boîtes françaises dont la data sera en France, etc. etc. Ouais. Ton job, c'est de comprendre est-ce que tu as une concurrence budgétaire aussi ? C'est quoi les risques ? Et ça, je pense qu'il y a 9 sales sur 10 qui ne posent pas du tout la question. C'est quoi vos autres prios en ce moment ? C'est quoi les autres projets ? Comment vous les priorisez ? Il y a énormément de deals qui passent en board maintenant. Quelles sont les autres solutions que vous aviez en tête pour résoudre ce problème-là ? Typiquement. Aussi. Mais ça va toucher à concurrence directe. Oui. Ou pas. Ouais, parce que tu peux toucher un peu au même sujet qui est d'avoir des trucs connexes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Bon, il nous reste... Alors, c'est hyper intéressant, là. On espère que vous aimez le contenu et que vous avez... vous prenez des notes. Si vous prenez des notes, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, notamment à cette chaîne YouTube, pour qu'on puisse continuer à inviter des pointures comme ça. Et puis, on continue. Là, il nous reste à 15-20 minutes sur certaines punchlines. On va arriver à ça. Yes. Donc en gros, en préparant un peu l'entretien, tu m'avais donné des punchlines où je me suis dit mais c'est incroyable en fait ta manière de voir les choses sur certains sujets où en vrai je suis d'accord pour la globalité. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi. Tu parlais de micromanagement des SDR. Arriver à micromanager ces SDR, c'est une bonne solution pour un head of sales. Ou en tout cas, c'est une bonne manière de voir les choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu En fait, moi, je suis de manière générale contre le micromanagement. Okay. Enfin, c'est pas quelque chose qui me botte que de micromanager. Okay. Je ne le fais que quand c'est nécessaire. Généralement, quand je me mets à micromanager, c'est qu'il y a un problème. En général. Pourquoi ? Parce que je suis sur des profils déjà un peu plus seniors et que quand on est venu à discuter de ce sujet, on discutait des SDR qui, pour la grande majorité, sont juniors. Ok. Quoi qu'il en soit, je crois beaucoup au fait que l'humain a besoin de référentiels pour se positionner et activer plus ou moins d'efforts. Si tu prépares un marathon ou un 2 km, je pense que le niveau d'effort n'est pas le même et que tu t'es pas couché à la même heure hier soir. C'est la même chose. Donc, le micromanagement du SDR, il touche à un sujet essentiel. Mettre des guidelines sur qu'est-ce que j'attends de toi. Et je dis toujours qu'un bon brief, quand je coach des managers, j'explique toujours aux managers que le problème, c'est qu'ils ne briefent pas bien leurs équipes. Un bon brief, c'est 3 choses. Le premier, c'est donner du sens à ce qu'on va demander. Le deuxième, c'est cadrer ce qu'on va demander. Les gens ne sont pas dans notre cerveau. Il n'y a pas de mauvaise restitution, il n'y a que des mauvais briefs. Donc, guide tes gars dans ce que tu attends. Okay. Le troisième bon élément d'un brief, c'est mettre du quanti quand il y en a besoin et surtout timer ton attente. Les gens ont besoin de comprendre ce que tu veux dans quel délai. Si tu coaches un SDR à l'année, il va t'avoir pris 4 rendez-vous, 1 par trimestre. Si tu le coaches au trimestre, il va t'en avoir pris 8, 2 par semaine. Si tu le coaches, et on a compris, au mois, à la semaine, au jour, tu ne fais qu'augmenter le niveau d'atteinte
le niveau de pression, le niveau d'exigence. Et qu'est-ce qui vient de se passer d'un mois à l'autre ? Il vient de se passer une chose. C'est que la pression sur le chiffre amène à se poser des questions et à faire mieux. C'est tout. C'est ça que je cherche dans le micromanagement d'un SDR. Il a besoin de monter en compétence très vite. Pour ça, je dois mettre une pression très forte sur des délais très courts pour que lui-même soit proactif dans comment je fais pour atteindre ce truc qui me paraît être une montagne. On va y aller step by step, je vais t'accompagner. Okay. Mais il faut que je te suive à la culotte pour te demander des comptes day to day, pour que tu me remontes tes freins au jour le jour. Il y a un sportif, moi, un des sportifs qui m'impressionne le plus ou qui m'inspire le plus, c'est Kobe Bryant. Kobe, il a un truc qu'il dit, c'est quand moi je suis au petit-déj à 6h, les mecs disent ah ouais, t'es déjà au petit-déj. Non, attends, je sors de la salle, moi je viens de faire 2 heures. Là, toi t'arrives, moi j'ai déjà 2 heures d'entraînement en plus que toi. Et je vais en refaire pendant que tu seras à la sieste et je vais en refaire ce soir. Donc 6 heures de plus par jour, t'oses imaginer que bien sûr que quand je vais être sur le terrain, je vais te défoncer. Cette notion d'effort, elle doit être très présente dans ta phase de croissance de carrière. Quand t'es SDR, t'es au début de ta carrière. Clairement. Moi, mon job de manager, c'est travailler ta learning curve. Je veux que t'ailles vite. Donc oui, je suis exigeant. Mais tu vas me remercier. Ils te le diront tous, ceux que j'ai eu dans mes équipes. Il est exigeant, mais ça fonctionne bien. Et franchement, c'est quand même un mec qui est sympa. Bon, bah c'est cool. Contrat rempli. Parce que je suis un mec cool. Et je veux ton bien. Je suis bienveillant. T'as pas envie. T'as vraiment pas envie, c'est pas grave. Donc pourquoi ce micromanagement est pour finir, pour que t'aies le temps d'aller sur les autres sujets ? Parce que du coup, au jour le jour, j'ai ce qui marche pas, je le traîne, le lendemain c'est mieux, et ainsi de suite. Et si je te coach pas, toi t'as pas vraiment de référentiel, on traîne pas beaucoup, et en plus tu te laisses trop d'espace-temps pour faire tes targets. Ouais. Je compresse et j'ai des résultats bien meilleurs. Ok, très clair. Très clair là-dessus. Pareil sur le BANT, on parlait du BANT en cold call et en fait, moi j'ai beaucoup d'head of sales aussi qui me disent ouais, un bon rendez-vous, c'est un rendez-vous qui a quadrillé les 4 lettres du BANT. Budget, authority, need et temporality. Et ça, c'est un super rendez-vous qualifié. C'est quoi ton avis là-dessus ? Dans BANT, il y a budget et il y a authority. À quel moment, en premier rendez-vous, ou même pire, en call, à quel moment le mec qui avait pas que ça à faire de te répondre, il va te donner une info budget, alors que tu as grosso modo quelques minutes pour le convaincre du fait qu'il ait un problème et que ça vaille le coup de se poser dessus. Le seul foutu enjeu d'un call ou d'un premier rendez-vous, c'est de passer d'un sujet à un projet. Le call, c'est positionner un sujet. Le R1, c'est passer du sujet au projet. Et la suite du sales process, c'est de passer de projet à budget. Et chaque étape a des besoins nécessaires. Passer du sujet au projet, c'est positionner du pain, quantifier la douleur, faire conscientiser le fait que ça vaut le coup de se bouger les fesses dessus et de discuter d'un projet. Passer du projet au budget, c'est arriver à montrer le ROI de ce projet, sa priorisation, et montrer que ça n'est pas une dépense, mais un investissement. Changer la perspective. Ça passe par la nécessité de démontrer ton ROI et de monter des business cases. Pas assez de business case sur le marché. C'est comme ça que tu vas ouvrir du C-level et du budget. C'est comment je le priorise, je le rattache à des enjeux qui me dépassent et comment je montre que je suis héroïste et prioritaire. Donc, restons sur la partie gauche. Sujet. Call ou R1, c'est de positionner du sujet, c'est de discuter des problèmes et de comprendre l'organisation. Discuter du process, discuter des écarts, discuter des problèmes. Comprendre au milieu de ça qu'est-ce qui fait qu'il y a des trucs qui pourraient être mieux faits, qui font qu'il y a de l'impact un peu à ça. À quel moment tu dis et sinon qui signe ? Et sinon vous avez un budget ou pas ? Et du coup juste pour comprendre, vous allez consulter la concurrence ? En cold call ? En cold call ou même en R1 ? Ouais. J'ai des R1 de 30 minutes. C'est un de mes combats en ce moment. Je dis au mec, mettez 45. 30, c'est pas assez pour faire une bonne disco. Mettez 45 et vous verrez que 9 fois sur 10, vous aurez 1 heure parce que personne va prendre le slot de 15. Le 45 est acceptable. 1 heure, ouf. Il est lourd. Tu fais un R2 personne après ? l'accepte. Quoi ? Tu fais un R2 après ton R1 ? Ouais, je ferai un R2, mais dans tous les cas, la capacité que j'ai à bien comprendre l'orga, positionner du pain et montrer que je peux avoir de la valeur dessus, par la qualité de mes questions et de ma compréhension du contexte, faire un petit pitch d'accroche qui permet de montrer que j'ai été intéressé, je suis intéressant, et que j'arrive à être suffisamment du coup convaincant, ça passe par une discussion et une conversation qui est très tournée vers viens déjà, on essaye de voir si ça vaut le coup qu'on continue à échanger.
Les mecs sont déjà allés me qualifier l'opportunité qui n'existe pas. Ils sont presque même à savoir si ça peut closer ce mois-ci ou le mois d'après. C'est comme si t'es dans la rue et tu viens voir un mec que tu connais pas. On reprend notre sujet des assos tout à l'heure et tu lui dis « Salut, alors j'ai 2 questions. 1, est-ce que t'aimes les enfants ? 2, est-ce que t'as un rib ?» Je vais répondre à une seule question. Et est-ce que t'as assez de fric pour que je puisse te prélever 100 balles tous les mois ? C'est presque ça le bante. Et ta femme décide aussi ou pas ? C'est toi, t'as suffisamment de leadership ou c'est ta femme aussi ? Non ? Je veux comprendre. Et tu veux le faire maintenant Voilà, tu vois le truc ou pas ? Ouais. Ça n'a aucun sens. Ok. Et j'ai même des directions commerciales ou des dirigeants qui me mettent le bante dans le CRM et qui disent je veux que ce soit complété. Hein. Et donc le mec, attends, je vais pas mettre l'oreille Mimsoum, sinon je vais me faire déchirer lundi matin. Je vais quand même lui poser la question. Et ça bousille le contrat de confiance de départ qui est conversationnel. Ok, bah alors du coup, comment qualifier un bon rendez-vous ? Tu vois, comment me dire un bon rendez-vous, c'est un pain qui fait que j'ai des raisons d'exister et de me dire que peut-être que je vais le solutionner. Okay. Et en fin de R1, factuellement, je ne le sais pas. L'étape d'après, c'est feasibility analysis. Je vais analyser est-ce que j'ai des raisons de bien répondre à ce problème, oui, non. Okay. Ensuite, je le prouve. Ensuite, je démontre que j'ai un ROI qui fait que je dois être priorisé et que j'ai un budget à mettre en face. Ok. Je voulais t'entendre sur un sujet aussi sur l'IA. Ouais. On en parlait en préparation du rendez-vous et tu as un avis assez tranché sur l'IA, là où on en parlait d'ailleurs avec Pierre Fertou, qui est le Head of Sales, le Chief Sales Officer de Weglot, et qui me disait tout le système IA sur lequel il a travaillé. En fait, le gars, il veut avoir une équipe de 10 et avoir l'impact de 100 personnes. Il a branché Claude, il n'utilise pas un outil qui n'a pas un MCP avec Claude, etc. Donc, on est vraiment dans une ère de fou. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'IA et de ce métier de sales ? En fait, j'ai un premier problème qui est la fiabilité de ce que je connecte. À savoir que, généralement, je connecte l'IA à des sujets de data. La majorité du temps. La deuxième, c'est que je la connecte à des sujets de contexte. Qui sont donc, du coup, d'aller faire appel à un certain niveau de contenu, à un certain niveau de compréhension de mes enjeux pour être capable d'avoir une réponse qui est fiable. Lorsque tu connectes le MCP de ton CRM, ça veut donc dire que tu fais confiance au CRM ? Parce que moi, je lui fais pas du tout confiance. Et pour des raisons qui te font sourire. Et vous savez très bien pourquoi. Pour l'humain ? Mais pour le fait que, du coup, il est rempli une fois sur 2 et je suis très gentil dans ma stat parce que je veux pas que les gens quittent cet épisode. Que deuxièmement, au-delà de ça, j'ai un autre problème. C'est que quand elle est remplie, elle a quelle date, cette data ? La date de péremption de cette donnée. Et que troisièmement, à quel point elle est quali ? Premier point. Deuxième point. J'étais à une keynote d'une boîte qui s'appelle Diffly, qui fait du win-loss analysis. Ils analysent les deals que tu gagnes et les deals que tu perds et pourquoi tu les gagnes et pourquoi tu les perds. À des fins de te donner de l'insight qui vont faire que tu vas plus gagner. Intéressant. Ils discutent du coup avec tes décideurs pour comprendre pourquoi ils t'ont choisi ou pourquoi ils t'ont pas choisi. Et ils ont une stat dans cette keynote qui était la semaine dernière, dans laquelle je participais j'étais speaker sur l'intro et l'atelier d'après c'est ok, on va vous partager des datas. 80% du deal se joue sans la présence du sales. En volume de temps et d'étapes. 80% du deal se joue sans que le sales soit là. Est-ce que l'analyse que tu fais sur 20%, dont la qualité est à remettre en question sur la base de ce que j'ai dit juste avant, est fiable ? Moi, j'en doute. Continuons. Moi, je l'utilise tous les jours. Et elle tripe grave. Grave. Tu parles de qui, là ? Je parle de différentes IA, que ce soit ChatGPT, Gemini ou Claude. Je peux tomber sur mon téléphone, même du DeepSeek si tu veux, je les ai tous. Et d'ailleurs, je les bench régulièrement sur mes sujets. Et d'ailleurs, même bien souvent, je descends de modèles parce que je me rends compte que 2-3 modèles précédents répondent mieux que le nouveau. C'est hallucinant. Donc encore une fois, tu as connecté quel modèle sur quel sujet ? Tu as connecté quel IA sur quel sujet ? Déjà, encore une fois, tu vas avoir un niveau de réponse qui est plus ou moins fiable. Au-delà de ça, factuellement, je pense qu'elle est très utile à beaucoup d'égards. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est ça doit être parfaitement maîtrisé dans la qualité du rendu. Et donc, on doit avoir des experts de l'analyse de ce rendu pour être sûr de sa fiabilité et de son industrialisation en interne. Premier point. Or, ça manque d'expertise sur beaucoup de sujets.
Donc, si t'es pas très ops, si t'es pas très data, et que t'as pas une énorme XP, et que tu connectes ton MCP et que t'en fais de la data vis, il y a de grandes chances que tu passes à côté de beaucoup d'infos Ouais. et ou beaucoup d'insights. Ouais. Et du coup aussi que tu prennes des mauvaises décisions parce que tu as une mauvaise réponse. Le deuxième sujet, c'est que, je le disais, ça sert de ouf et c'est très puissant dans beaucoup d'utilisations, notamment la compréhension des organisations, les contextes autour de la préparation de tes rendez-vous, la strat sur certains deals, t'ouvre certains chakras. C'est pas top du top, ce qui manque des intelligences situationnelles, émotionnelles, beaucoup de non-dits dans ce que tu déclares versus ce que t'as pas. Moi, je vais sur un sales qui va me dire je pense, je vais m'arrêter, je vais dire tu penses ou t'es sûr? C'est pas pareil. Je strate pas de la même manière. Bah, encore une fois, l'IA, si je lui dis je pense, elle le prend pour acquis, quoi. Ouais. Je pense pas qu'elle se dise attends, il a dit je pense, je vais d'abord lui poser une question avant de lui répondre. Le même sujet, la majorité des mecs ne promptent pas le fait que je veux que l'IA soit challengeuse dans sa réponse. Moi, j'adore me faire bichonner par t'es le meilleur, c'est super, ta réponse est. Ton idée était super. Non, je veux savoir à quel point elle est merdique, pas à quel point elle est super. Donc, en tout cas, voilà, je vois beaucoup de use cases sur connexion de données, enrichissement, mise à jour des CRM sur certains points, enrichissement de call, beaucoup d'utilisation. Moi, ce que je pense, c'est que l'IA va empowerer ceux qui sont déjà très bons. Ça veut dire que ceux qui sont bons, ils vont prendre un élan monumental. Ouais, c'est ça. Les moyens vont rester moyens. Les bons vont exploser. Les mecs qui aujourd'hui se vendent à 100, 150 de package vont passer à 300, 400. Et les autres vont rester à 80, tu vois. Et c'est ça qui va se passer. Et je pense qu'en fait, cette dynamique qui faisait que moi, je pensais que mon job allait sauter il y a 6 mois, aujourd'hui, je pense que mon job mon prix à l'heure va augmenter. Plus factuellement. Parce qu'en fait, j'ai cette consultation qui est de dire, Alexis, tu peux venir voir si ce qu'on a monté là, ça fonctionne vraiment. Bah non, là, en fait, quand tu me dis que Pierre, il a un temps de closing beaucoup plus long que la majorité des mecs, c'est juste qu'on devrait aller regarder s'il ouvre l'opportunité au même moment que les autres. Ah, il l'ouvre plus tôt que les autres. Lui, il l'ouvre dès le premier rendez-vous. Et les autres l'ouvrent au troisième. Ah, bah c'est peut-être pour ça que son deal moyen est plus long. Ok. Alors ça, on peut se dire que l'IA, une fois que je lui ai expliqué une fois, elle est ok. Ouais. Mais il y en a combien de constats comme ça? Des milliers. Donc, ce qu'on appelle du skills, quand tu es dans Claude, tu vas avoir un input, un skill, 2 skills, 3 skills. Bah vas-y, continue. Il va nous falloir du temps. Et c'est bien. Et il faut input. Mais tu peux pas s'il faut autant input, c'est que l'output aujourd'hui est pas aussi quali qu'on aimerait bien nous le faire croire. Et les mecs sur LinkedIn me fatiguent avec Connect Claude et prend 800 rendez-vous sans effort chaque jour. Je pense que tu les combats aussi. Qui vous envoie des leads magnets où il faut s'abonner. Mais je continue à commenter prompt comme un gros idiot. Hein. Je continue. Pas souvent, mais. Et je reçois rien, bien évidemment. Ah bon? Ok. Non. Bon, ça, c'est un problème d'automatisation. Hein. Ok. Il nous reste 3 minutes. J'ai 2 choses à te faire. Un, c'est l'erreur qui t'a coûté cher. Donc, en gros, le podcast Deal, hein, je parle vraiment d'une erreur avec un invité, un échec globalement, qui lui a appris. Et donc, toi, dans ton cas, c'est laquelle? Tu en as parlé un peu tout à l'heure de ton business. Ouais, j'en ai. En fait, chaque échec m'amène à une prise de conscience. Il y en a plein. Je sais pas ce qui pourrait être particulièrement intéressant, mais j'ai essayé d'y réfléchir un peu, parce que tu m'avais dit aussi d'essayer de réfléchir à un échec. Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand j'ai planté ma boîte, factuellement, j'étais sur une courbe de croissance professionnelle qui était très bonne. J'avais la reconnaissance de mes pairs et ma route était tracée. Et je sais pas, mon délire entrepreneurial a fait que j'y suis retourné. J'avais déjà monté des boîtes avant. Et en fait, encore une fois, j'y mets 5 ans à un salaire qui est bien moindre par rapport à ce que je gagnais quand j'étais en direction commerciale dans la tech. Et je me dis, pourquoi j'ai perdu tout ce temps? Pourquoi? C'est quel naze de ne pas avoir arrêté plus tôt. Mon associé m'a dit à plusieurs reprises, et tout en restant bienveillant et dans le game, est-ce qu'on n'est pas en train de confondre résilience et obstination? Je suis un obstiné par définition. Je fais les choses jusqu'à ne pas avoir de regret de les faire. Et donc, je pense que j'ai poussé au bout le truc. Avec le recul, je pense que j'aurais dû l'abandonner avant. Et donc, c'est quoi l'insight de cet échec? C'est une chose simple. Soit tu regardes l'échec comme j'ai perdu mon temps, j'ai perdu beaucoup d'argent, c'était naze, quel idiot, pour être poli. Soit tu essayes de remettre de l'eau dans le verre et de le voir à moitié plein.
ou de changer la perspective. Lorsque tu entreprends, tu es multicasquette, tu touches à beaucoup de sujets. Lorsque tu entreprends, tu touches à la gestion du PNL, tu touches à des sujets de scale beaucoup plus forts que ceux que tu touches quand tu es en poste de VP Sales ou de CRO. Lorsque tu entreprends, tu es dans des dynamiques de comprendre l'humain de manière beaucoup plus forte quand tu te claques un prud'homme sur lequel tu te dis mais j'ai absolument rien à me reprocher, mais vraiment, c'est incroyable comme l'humain parfois est bizarre. Tu touches à des sujets qui sont de comprendre en 360 ce que tu vas avoir à gérer, à savoir que les sujets sales ne sont pas que les sujets du CEO. Et donc, quand tu es dans une boîte early stage et que tu arrives avec tes petits sujets sales et que tu lui dis pourquoi ça bouge pas ? Eh ben, ça bouge pas parce qu'il a beaucoup d'autres sujets qu'il faut aussi faire bouger. Et donc, au milieu de ça, ça te connecte à énormément de compétences et de compréhension qui vont être ultra utiles, même si tu ne retournes qu'à un job de direction commerciale. Et ça, il y a un discours de Steve Jobs qui s'appelle Connecting the Dots, il est à Harvard, et il dit au mec, moi j'ai eu des gros échecs, t'as Niel aussi qui est dans le canapé avec les mecs avec les joueurs de foot, je sais pas si tu l'as vu, c'est exceptionnel. Il dit, mais moi vous me voyez, vous pensez que je suis un winner. Attendez 2 petites secondes là, je prends 1 minute et je vous cite mes derniers échecs là sur les derniers mois. J'ai essayé de racheter M6, je me suis planté, j'ai essayé de relancer le concurrent M6, je me suis planté, j'ai essayé de faire ça, je me suis planté, j'ai fait... Juste, vous voyez la partie visible de l'iceberg. Et donc, en fait, bref, pourquoi je parlais de ce discours de Steve Jobs sur Connecting the Dots, c'est simplement que chaque chose que tu ne vois pas forcément rentre comme un input et aura un output positif. Ça va connecter ta vie et chaque étape à un grand ensemble qui est, tu es en train de devenir quelqu'un de meilleur. Mais tu t'en rends pas forcément compte et tu n'as pas valorisé ce qui était valorisable. Et c'est normal, tu es en bas, tu fermes ta boîte, tu es dégoûté. Mais des devs, des gens, etc., qui t'ouvrent un peu les yeux. Et puis, la suite, qui est moi avec Revop, avec ma capacité à, du coup, être très 360 dans ma vision et dans mes discussions, font que je peux coacher un CEO autant qu'un DIRCO, autant qu'un sales, dans la compréhension de l'ensemble et dire au sales, ton boss, il a pas que toi. Ton CEO, il a pas que tes problèmes de DIRCO. Et donc, ça m'amène à être, encore une fois, dans la justesse et donc dans la légitimité, quoi. Et donc voilà, je pense que, encore une fois, chaque échec t'amène à quelque chose de positif sur l'ensemble, quoi. Ok, hyper intéressant. On arrive à la fin de cet épisode. C'était un plaisir de te recevoir, Alexis. Beaucoup de valeur. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous envoyer de la force également en commentaire, à nous donner un peu un retour également de cet épisode. Ce serait avec grand plaisir. On se retrouve dans un autre épisode de Deal, le podcast où je vais justement à la découverte des coulisses d'un head of sales, voire un ancien head of sales et maintenant CEO d'une très belle boîte qui s'appelle Revop. Comment on peut te contacter, Alexis ? Je publie sur LinkedIn quasiment tous les jours de la semaine, du tips justement sur les différents sujets qui peuvent aider mes audiences à progresser ou ouvrir les chakras. Donc me suivre sur LinkedIn. Je vais énormément booster les autres réseaux à partir de la rentrée. Tout ce qu'on fait, et merci pour l'invitation, vont aussi dans ce sens, nourrir ces nouvelles chaînes. Donc à mon avis, en tapant Alexis Dugard soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, vous avez des chances d'avoir, je l'espère, du contenu qui vous apportera de la valeur. En tout cas, merci beaucoup. On est parti et comme toujours dans tous les sens. Et j'espère que ça te conviendra et que ça conviendra en tout cas aux auditeurs. Le but étant de partager le terrain, quoi, et les observations. Donc merci, et franchement super ambiance, donc très cool. Très cool, super bon. Super, merci Alexis, merci à tous. Salut, ciao. Salut.